Bonjour à tous, le voilà le cours tant attendu sur l'aménagement des littoraux dans le monde. Donc dans ce cours, nous allons nous demander quelles sont les différentes formes d'aménagement des littoraux à travers le monde. Nous allons avoir plusieurs objectifs. Tout d'abord comprendre ces différents types d'aménagement, on va donc faire une sorte de typologie, et ensuite essayer de comprendre ce qui les met en concurrence. Et ce sera donc dans la partie 2 de la vidéo. Pour commencer, nous allons voir en petit a les aménagements de type agricole et de pêche. Alors vous avez là une vue aérienne du bassin d'Arcachon, car c'est un bon exemple d'exploitation agricole d'un littoral. Vous voyez, par exemple, ici dans cette zone, qu'il y a de nombreux terrains agricoles sur les littoraux. En effet, les littoraux sont depuis toujours des espaces favorables à l'agriculture. Ils offrent des conditions de sol et de climat généralement favorables. On peut penser par exemple à la riziculture en Asie, sur toute la côte, puisque c'est le littoral qui bénéficie par exemple de l'effet de mousson. Ces terrains sont tellement favorables que dans certains pays, on va jusqu'à étendre les littoraux pour créer des surfaces agricoles. Donc vous avez ici un exemple de polder agricole aux Pays-Bas. Donc vous devez le savoir, ça va vous rappeler quelque chose. Les polders, ce sont ces espaces artificiellement créés sur la mer, donc pour y installer différents types d'infrastructures. Vous avez là une jolie photo de Jan Arthus Bertrand avec l'exemple des Pays-Bas. Un autre type d'agriculture qui se développe énormément actuellement, c'est l'aquaculture. Et bien entendu, l'aquaculture nécessite des aménagements spécifiques aussi du littoral. Or, vous avez ici par exemple des bassins d'aquaculture, certainement des bassins de pisciculture, c'est-à-dire de culture de poissons. Et vous avez ici à droite l'ostréiculture, c'est-à-dire la culture des huîtres, toujours dans le bassin d'Arcachon, puisque c'est un endroit très très réputé pour ces huîtres. Dans la même idée encore, un autre type d'aquaculture, ce sont les bassins d'élevage de crevettes. Vous avez ici l'exemple de la Thaïlande. Alors, ça m'intéressait d'avoir un exemple asiatique parce que la Chine reste le plus grand producteur mondial d'aquaculture, puisque la Chine produit chaque année 40 millions de tonnes par an. La Chine est aussi le premier producteur mondial en matière de pêche, puisque la Chine produit 15 millions de tonnes de pêche par an. On a donc un pays extrêmement important au niveau de l'aquaculture et de la pêche. Alors cette pêche justement, elle nécessite des aménagements, notamment l'aménagement de ports de pêche. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, 95% de la pêche mondiale continue à se faire de façon artisanale. Alors ça veut dire que cette pêche se fait avec des petits bateaux du type de ceux que vous voyez ici. Vous avez ici une photo au Pérou. Le Pérou est un très grand producteur mondial de pêche et vous avez une photo à Lorient en France. Cela veut donc dire qu'il va falloir de nombreux petits ports de pêche de ce type-là le long du littoral. On a donc vu pour l'instant 3 types d'exploitation pour l'agriculture, l'aquaculture et la pêche qui nécessitent chacun des aménagements spécifiques du littoral. Deuxième type d'aménagement des littoraux, nous allons parler des aménagements industriels et de commerce. Ici, à partir de cette image du port de Singapour, nous voyons que nous sommes aussi dans des aménagements qui consomment énormément d'espace. Et pour cause, entre 1960 et 1990, les échanges par voie maritime ont été multipliés par 4. La mondialisation des échanges s'est accompagnée d'une mondialisation qui se fait surtout par voie maritime et par bateau. Les marchandises sont échangées et transportées grâce aux conteneurs. Donc c'est le trafic de conteneurs qui a été une véritable révolution dans le trafic des marchandises dans le monde. Ces conteneurs, ce sont des boîtes en fer qui permettent l'intermodalisme, c'est-à-dire le fait de passer d'un bateau à une voie de chemin de fer ou à un camion, avec un même support. Donc vous en avez ici des conteneurs, vous en voyez beaucoup sur cette image, ici. Puis vous voyez des infrastructures caractéristiques de ces ports spécialisés dans le porte-conteneurs, dans le trafic de conteneurs, pardon, et des bateaux qui sont ce qu'on appelle des porte-conteneurs. Alors on va regarder une petite vidéo. Je vous demande de faire attention aux infrastructures, portiers,
comes from a man with an ass that growls. I wanna ride that wags on a strut that rips. I want a cat on the keys, make you shake my hips. Or is it up? I bet no. Cette vidéo, je pense, vous a donné une idée de la quantité de trafic dans un port en 24 heures. Il s'agissait du port de Hong Kong. Et tous les ports spécialisés dans le trafic de conteneurs fonctionnent de la même manière. Donc vous voyez que les aménagements nécessaires sont gigantesques. Alors on va analyser cette image du port de Rotterdam, qui est le plus grand port d'Europe en matière de trafic maritime. On y retrouve plusieurs types d'infrastructures. Je remarque ici, là, à ce niveau-là, dans ce bâtiment, et au loin, là-bas, vous voyez des cuves un peu circulaires, des infrastructures de stockage. Alors, un stockage de conteneurs, entrepôt et stockage d'hydrocarbures avec des cuves à pétrole. Je remarque aussi ici des infrastructures comme ça rectangulaires, donc des ports complètement aménagés par l'homme artificiel, qui sont les infrastructures portuaires, donc pour les bateaux. Ces infrastructures portuaires, elles sont gigantesques, donc elles sont faites pour accueillir des bateaux de très grande taille, faits pour transporter énormément de marchandises. Je remarque aussi ici des axes de communication, bien entendu, et au loin, on les distingue à peine, mais des usines, des infrastructures de production. Alors, il y a, à côté des cuves à pétrole, il y a certainement une raffinerie, mais il doit aussi y avoir des usines de mise en conserve, de traitement agroalimentaire, etc. Tous ces espaces, les uns avec les autres, sont concentrés dans un même port, dans un but d'efficacité et de rationalité de l'espace. Donc, on associe espace de production, plus infrastructure portuaire, c'est-à-dire espace de commercialisation, plus infrastructure de stockage et axe de communication, et on obtient ce que l'on appelle une zone industrialo-portuaire. Vous connaissiez, je pense, déjà. Dans le monde, les zones industrialo-portuaires bénéficient souvent de conditions de fiscalité particulièrement intéressantes. On les appelle alors des zones franches aussi. Et ces zones franches sont en lien avec le reste du monde. Et grâce aux conteneurs en particulier, on a une situation d'intermodalisme, puisqu'ensuite, cette marchandise est transportée sur une voie de chemin de fer, puis encore un autre réseau par voie de camion. Donc vous voyez que les aménagements industriels et de commerce nécessitent beaucoup d'espace sur les littoraux. Alors, des exemples de bateaux gigantesques. Vous avez ici le Blue Marlin, qui est un bateau servant à transporter des choses particulièrement grandes. Par exemple, ici, une plateforme radar, ou ici, une frégate américaine qui était endommagée. Et vous avez là en bas, ici, le plus grand porte-conteneur au monde, un bateau qui est mis en circulation depuis l'année dernière. Et il y en a actuellement 20 dans le monde. Et ce bateau-là peut contenir jusqu'à 18 270 conteneurs. Et il mesure près de 400 mètres de long. Donc pour des bateaux comme ça, vous vous imaginez que les infrastructures littorales doivent être gigantesques. On voit là, rien que sur ce bateau, pour le charger et le décharger, ça nécessite près de 6 grues. Troisième type d'aménagement. Alors on quitte les ports industriels complètement pour aller vers les aménagements touristiques de ce qui sont de ce qui est la première destination touristique mondiale, les littoraux. Alors quelques cartes pour vous rappeler l'origine du tourisme littoral. Alors ça remonte au 19e siècle, quand la bourgeoisie issue de l'âge industriel a découvert grâce au chemin de fer les joies du tourisme balnéaire. Bien entendu, il faut attendre les années 60, l'éclosion des congés payés et la naissance de la société de consommation pour voir vraiment un aménagement et une occupation importante des littoraux pour le tourisme balnéaire. Ici un exemple qui justement est né de ce développement de l'activité dans les années 60, le Cap d'Agde. Donc on y trouve quoi comme aménagement? On y trouve ici un port, mais qui va être un port de plaisance. On y trouve des quais, des promenades, des plages, bien sûr, pour le tourisme balnéaire, c'est clé, c'est essentiel, et puis des infrastructures d'accueil. On peut imaginer qu'il y a des hôtels, énormément, et puis peut-être des maisons à louer, etc. Alors le tourisme balnéaire a entraîné une transformation des littoraux, notamment vers deux choses. La première, c'est l'urbanisation massive des littoraux qui a entraîné le tourisme. Donc beaucoup de villes secondaires se sont créées le long du littoral puisque ce sont des stations balnéaires. Deuxième chose, c'est la création d'infrastructures particulières, d'aménagements complètement originaux et propres au tourisme balnéaire. Donc l'aménagement par exemple
de golf, l'aménagement de parcs d'attractions maritimes ou intérieurs, l'aménagement de parcs de loisirs, en plus des parcs d'attractions, d'espaces verts, de piscines, d'hôtels, des ports de plaisance d'ailleurs, de musées aussi, dans beaucoup de stations balnéaires. Un exemple qui est très souvent donné comme station balnéaire, c'est celui de la Grande Motte. Vous allez voir dans cette courte vidéo comment la Grande Motte a été montée de toutes pièces dans les années 60. Avant que Balladur, l'architecte, ne fasse surgir des immeubles et des sculptures, il n'y avait ici que des dunes. Entre le vent et la mer, un littoral qui s'étirait et des chevaux en liberté. Dès les années 60, le gouvernement du général de Gaulle organise le bord de mer des classes moyennes. Cette côte est l'une des dernières sur la route des vacances à pouvoir être aménagée. Aucune loi ne protège le littoral, on va créer des stations balnéaires, les grands moyens sont pris, on assèche les marais, on démoustique au DTT toute la région. Monsieur Passet, il y a 40 ans que vous êtes régisseur du domaine de la Grande Motte. Oui, monsieur. Quel effet ça vous fera de voir, à la limite de votre domaine, des palaces et des terrains de golf? Ben forcément, ça va nous changer la vie. Mais enfin, je crois que c'est quelque chose pour l'avenir qu'il faut avoir. Et c'est ainsi que Jean Balladur, l'architecte, le cousin du ministre, va dessiner toute la ville sur le sable. J'ai adopté la forme pyramidale parce que c'est la forme qui permettait de donner à chaque logement une terrasse jardin. C'est un peu bizarre, mais enfin c'est assez bien. Évidemment, je crois qu'il faudra le voir d'ici 2 ans ou 3 ans, quand il y aura beaucoup plus de choses de faites. C'est vrai que le projet était plus que surprenant, il était révolutionnaire. Pour l'époque, il était révolutionnaire.